J'ai 18 ans. Je viens de raccrocher le téléphone. C'est ma copine qui m'annonce qu'elle me quitte pour quelqu'un d'autre. Tout de suite, je commence à ressentir à l'intérieur de moi une espèce de boule de feu dans le ventre. Ça brûle, ça fait mal. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourquoi on ne m'a pas appris ça, moi? Pourquoi on ne m'a pas appris qu'est-ce qui risquait de se passer dans ce genre de situation-là? Ça fait mal, ça fait mal. Je ne comprends pas. Je suis normal. Je suis en train de virer fou. Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, je suis seul dans la maison. Je me dis, bien, je vais faire ce que j'ai tendance à faire d'habitude quand ça va plus ou moins bien ou je suis contrarié. Alors, je descends au sous-sol, je prends un sac, je mets des canettes dedans. Je prends mes cartouches, je prends mon fusil, je sors dehors, j'embarque sur le 4 roues et je file à vive allure jusqu'au bout de la terre chez mes parents. J'habite sur une ferme. Arrivé au bout de la terre, j'ai mon petit camp qui est là. J'installe mes canettes, je prends mon fusil, puis chacune des canettes, bang! 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 Je tire toutes mes canettes en souhaitant que cette brûlure s'enlève parce que d'habitude, ça fonctionnait. Ça ne marchait pas. C'était encore présent. C'était aussi brûlant que ça l'était. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à genoux. J'avais le canon en plein dans la bouche. J'avais le doigt sur la gâchette. Et je me rappelle comme si c'était hier. Je me disais, je tire ou je tire pas, je tire ou je tire pas. Et au lieu de tirer sur la gâchette, j'ai pris le fusil, je l'ai tiré au bout de mes bras. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Automatiquement, j'ai pensé à mes parents. Ce n'est pas à eux à payer pour ça. Ce n'est pas à eux à payer pour quelque chose que moi, je suis en train de sentir et que je ne comprends pas à l'intérieur de moi. Et rapidement, je me suis dit aussi, ça fait tellement mal. J'ai tellement l'impression d'avoir été comme jeté, d'être rejeté. Et en même temps, j'ai tellement, moi, je suis encore jeune, j'ai tellement besoin de me sentir aimé. Puis je me rappelle, mais dit de me sentir aimé peut-être par moi-même. Parce que jamais, moi, j'aurais pris un fusil pour tuer quelqu'un que j'aime. Pourquoi je voulais faire ça avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai rangé mes munitions, j'ai repris le fusil, j'ai rembarqué sur mon 4 roues, je suis retourné à la maison, comme si rien n'était. Sur le coup, je ne savais pas trop ce qui s'était passé. Avec le recul, je me pose la question, comment se fait-il que j'ai décidé de tirer le fusil plutôt que de tirer sur la gâchette? Là, j'ai une meilleure réponse, parce qu'après coup, c'est plus facile d'analyser. Vous savez, je me suis rendu compte que ce qui est venu dans un premier temps, c'est une image. C'était l'image de mes parents. Deuxièmement, ce que je me suis dit, en lien avec quoi? Bien là, je m'en rends compte maintenant, mais j'avais une valeur importante qui était déjà installée à l'époque. On ne fait pas de mal à ceux qu'on aime. Et c'est toute cette combinaison-là qui a fait en sorte que le choix que j'ai fait, ça s'est passé en une fraction de seconde, là. Ce n'était pas analysé comme je vous le fais là. Mais c'est ça qui s'est passé. Quelques mois plus tard, en fait, c'était à la fin d'une session de cégep, j'ai une situation qui m'est, en fait, une belle opportunité qui m'est donnée d'avoir une première entrevue d'emploi. Vous savez, je travaille sur la ferme à la maison, mais ce n'est pas ça nécessairement que je veux faire dans la vie. Alors, j'ai une opportunité de faire une première entrevue d'emploi que je passe du mieux que je peux. Je n'avais pas d'expérience en entrevue, alors je fais de mon mieux. Et c'était pour un poste d'animateur dans un camp de personnes handicapées, un camp de vacances pour personnes handicapées l'été. Alors, je reviens à la maison, tout fier, je ne sais pas si je vais être choisi ou non. Quelques jours après, le téléphone sonne à la maison. Je prends le téléphone, on m'annonce que j'ai le poste. J'ai le poste. Yes! Mon premier boulot, mon premier emploi. Et pourtant, c'était le même téléphone, hein? Physique. Mais bref, là, j'avais hâte d'annoncer ça à mes parents et je me suis dit, je vais attendre au souper, faire ça de façon solennelle. J'étais tout heureux, tout content. Alors, arrive au souper, je prends le temps d'annoncer à mes parents, wow! J'ai eu mon premier boulot. Je commence à travailler cet été. Génial, pendant 10 semaines. Et là, je m'attendais à une réaction enthousiaste de mes parents. J'ai eu droit à un silence. Assez long. Bon, ça m'a paru, en fait. Mais ce silence-là, finalement, mon père m'a regardé. Il m'a dit, Bruno, combien on paye? Ah, ben je dis, c'est génial parce qu'on me paye 250 $ par semaine.
logé, nourri. Wow! Super! Mon père m'a dit, tu sais, Bruno, c'est important sur la ferme, on a besoin de toi, tu es bon. Puis, tu sais, moi, je vais t'offrir le même salaire, 250, non, même un peu plus, je vais te donner 275 par semaine. Mais en plus, je vais te mettre un petit peu d'essence dans le camion parce que je sais que tu aimes ça faire des sorties le week-end, fait que je vais te donner ce petit bonus-là en même temps. Tu sais. Et là, mon père s'attendait à une réponse rapide de ma part. Le silence était de mon côté. Je me sentais tellement déchiré, là. Mais déchiré à l'intérieur parce qu'à la fois, j'avais cette espèce de poussée où j'étais tellement attiré par ce besoin d'autonomie, ce besoin de réalisation par rapport à un premier boulot. Et en même temps, de l'autre côté, déchiré parce que je ne voulais pas leur faire de peine, moi, mes parents. Je ne voulais pas que ça crée une dispute ou que ça crée une tension. Donc, cette espèce de besoin de toujours être apprécié des autres. Alors, j'étais vraiment tiraillé comme ça. Ça a été le lendemain, au souper, où j'étais capable de rendre ma décision, où j'ai dit à mes parents, écoutez, merci pour l'offre, un grand merci, mais je vais choisir quand même le camp d'été parce que c'est ça que je veux faire dans la vie. Mes parents ont respecté ce choix, ont respecté cette décision. Je me suis rendu compte après coup que dans cette espèce de dualité, comment faire, comment choisir, c'est quoi la bonne décision, je me suis rendu compte que les émotions qu'on ressent, en tout cas celles que moi j'ai ressenties, viennent donner une valeur aux options qui s'offrent à nous. Quand les options sont apparues, c'est comme celle que j'ai choisie en bout de ligne, c'était l'option la plus forte émotionnellement. Sur le coup, hein, c'est pas ça que j'ai fait comme réflexion, c'est après coup que je suis capable d'analyser ça. Il y a une autre situation qui a changé complètement ma vie. Et pour ça, on revient un petit peu en arrière. Ça a commencé quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, j'avais commencé des cours de piano. Je jouais de la flûte à bec à l'école, là. Puis j'avais un professeur qui nous accompagnait au piano. Et puis bref, j'étais très attiré, c'était la première fois que j'étais en contact avec cet instrument-là. Et finalement, mes parents avaient accepté de me faire suivre des cours de piano. Ça a duré 3 ans. 3 ans plus tard, mon prof de piano a dû m'annoncer qu'elle quittait la municipalité pour des raisons professionnelles. C'était le seul prof de piano à la maison. Je n'avais pas de prof de piano à la maison. Bref, c'est un deuil quand même important. Plusieurs années plus tard, je me surprenais, puis des gens me reflétaient ça, je me surprenais à dire à qui voulait bien l'entendre. Vous savez, moi, un jour, je vais avoir un piano chez moi. Vous savez, moi, un jour, je vais avoir un piano chez moi. Ça paraît bien dans une discussion au jour de l'an, ça. Ça paraît bien dans une discussion d'un dîner de chambre de commerce ou peu importe. Mais un jour, je vais avoir un piano chez moi, mais je ne faisais aucune démarche concrète pour chercher un piano. Je demandais à personne, connaissez-vous quelqu'un, etc. Je ne le faisais pas. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a quelqu'un de mon entourage un jour qui m'a dit, Bruno, quelqu'un dans mon entourage qui cherche à vendre son piano, puis elle ne veut pas le vendre à n'importe qui parce que c'est important pour elle, puis elle ne l'a pas mis dans les petites annonces, puis elle cherche quelqu'un de spécial. Bien, ma première question était combien elle le vend? Elle me dit, bien, elle le vend, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle le vend 2500 $. Ouf, 2500 $? Non, je n'achète pas de piano, moi, plus haut que 500 $, ça ne m'intéresse pas. Bruno, voyons, c'est des années que tu nous chauffes les oreilles avec le fait que tu voulais avoir un piano, puis là, tu vas donc le voir juste pour le fun. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé pour le fun. Je suis arrivé chez cette personne-là, je me rappellerai toujours, j'arrive dans le salon et je vois ce piano-là, un piano droit, en acajou, les notes en ivoire et le panneau avant sculpté à la main. C'est un piano de marque Kimball de l'année 1908. Wow! Ah! Je tombe en amour avec ce piano-là, ça fait wow! Et là, je demande à la personne, je dis, écoutez, moi j'ai perdu ma coordination main gauche, main droite depuis des années, alors je demande à la personne, pouvez-vous me jouer un petit quelque chose? Pas de problème, Bruno. Alors, assieds-toi. Alors, dès que je suis assis, la personne commence à jouer. Il s'est passé quelque chose, je dirais, de magique à ce moment-là. C'est parti, là, vraiment du fond, comme une espèce de bonne fontaine qui s'ouvre. Là. La personne a commencé à jouer, je me suis mis à pleurer, mais... mais pas pleurer comme les petites gouttes ici, mais ça sortait comme des robinets. Je ne pouvais pas contrôler ce qui se passait, tellement que la personne, elle jouait, est-ce que ça va? Oui, ça va. Mais bref, ça fait tellement du bien, c'était tellement wow! Mais je n'avais jamais vécu ça de toute ma vie. Une fois qu'elle a terminé, moi, je suis tout mouillé de partout, je tremble comme ça, puis dans ma tête, je ne l'ai pas, le 2500 $.
Donc, je ne peux pas dire j'achète tout de suite. Alors, je dis ce qu'on dit d'habitude, je vais y penser. Et je pars, puis je vais y penser, effectivement. C'était juste ça que j'avais dans ma tête. Je n'ai pas eu d'appétit ce soir-là. Je n'ai pas été capable de souper. Je n'ai pas été capable de bien dormir. J'ai fait de la pitoune beaucoup, d'un côté comme de l'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec quoi dans la tête? J'avais juste mon piano dans la tête. Puis c'était mon piano. C'était pas à moi encore. Mais c'était comme si c'était mon piano. Tellement que j'avais de la difficulté à organiser ma journée de travail. Fin d'avant-midi, je prends le téléphone et j'ose téléphoner à la personne. Et je lui demande, « Tu as encore à vendre votre piano? » La personne dit, « Mais oui, Bruno, moi, depuis hier, ça n'a pas changé bien, là, tu sais. » Alors, je dis, « Je suis acheteur. » Et là, je me mets à trembler comme ça. Je viens de m'engager dans quelque chose que je sais que, rationnellement que je n'ai pas les sous. Elle dit, « Super, Bruno, est-ce qu'on peut se voir en fin d'après-midi? » « Oui, oui, pas de problème. » Je me rends chez la personne. Et là, wow, fébrile, je lui explique un peu tout ce qui se passe. Je lui explique en même temps que je le vois comme mon piano, mais je n'ai pas les sous, je ne peux pas le payer tout de suite. La personne me dit, « Pas de problème, Bruno. Juste à le faire en 3 versements. » Ah, super, 3 versements. Mais en même temps, je ne l'ai pas plus, l'argent, vous voyez. Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, ça ne se peut pas que ce piano-là ait à quelqu'un d'autre que moi. Je vais le payer cash, ce piano-là. Ça ne peut pas faire autrement. Tellement que je partage tout ça avec la personne. Elle me dit, Bruno, viens donc le chercher là, avec le déménageur. Mets-le chez la même maison. Achète-toi des méthodes. Recommence à jouer. Imprègne-toi. Tu vas voir, les choses vont bien aller, puis ça va bien se passer. C'est ce que j'ai fait, effectivement. Et je me suis mis à rejouer. Mes enfants, à l'époque, j'avais Julie qui était venue juste de naître. J'avais ma petite fille, Sarah, qui avait 2 ans et demi, qui me demandait tous les soirs, « Papa, est-ce que tu peux jouer un petit peu de piano? Est-ce que tu peux... » Je jouais mal, mais pour elle, c'était bien. Et tout ça a fait en sorte que ça a changé vraiment ma façon de commencer et de terminer mes journées. Et tellement qu'aujourd'hui, ma petite fille, Sarah, qui avait 2 ans et demi, elle a 22 ans. Et c'est elle, maintenant, qui a le piano Kimball 1908 à la maison chez elle. Elle a pris des cours de piano à l'époque. Elle s'est intéressée à la musique. Et tellement que ma petite fille Sarah, à l'époque, ce que j'ai su plus tard, vivait beaucoup d'intimidation à l'école, se faisait bousculer, se faisait pousser, se faisait cracher dessus, etc. Et dès qu'elle a commencé à suivre ses cours de piano et s'intéresser à la musique, ma petite fille qui était en train de s'éteindre, ça l'a rallumée. Et ça a changé sa vie de son côté, redonné confiance en elle, puis ça lui a permis effectivement de foncer dans la vie puis d'atteindre ses objectifs. Je me suis rendu compte, en bout de ligne, qu'une émotion, pour moi, c'est un marqueur d'importance. Plus l'émotion est intense, plus la situation est importante, même si je ne la comprends pas. C'est ce que j'ai appris de ça. Et qu'en même temps, pour être en contact avec une émotion, mais parfois, il faut se faire aider un petit peu. Et dans mon cas, c'était la musique, le canal musical qui m'aidait juste à être en contact avec une ou des émotions. Qui parmi vous avez jamais écouté une musique qui vous amène directement soit à pleurer ou à sourire. On a tous de la musique pour faire du ménage, ou etc. Mais ça me permettait d'être en contact avec ce que j'avais besoin de ressentir. Puis quand j'avais besoin d'exprimer davantage, je me mettais à jouer, même si je jouais mal, je m'en foutais parce que c'était une façon d'expression. C'est drôle, hein? Aujourd'hui, de plus en plus de gens cherchent de plus en plus à un peu camoufler leurs émotions, cacher ou endormir ou même engourdir leurs émotions. Quand on fait des rencontres de groupe, c'est rare qu'on parle ouvertement des émotions qu'on ressent. Puis lorsqu'on est dans le milieu des affaires, lorsqu'on parle trop des émotions qu'on ressent, ça peut même nous nuire. Il y a des gens pour qui, dès qu'on commence à ressentir quelque chose, ils ne savent pas quoi faire avec. C'est un peu comme moi quand j'étais plus jeune, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, on va prendre un petit verre, 2 petits verres, 3 petits verres, puis la bouteille. Parfois, ça peut être, on va prendre un petit joint ou 2 petits joints, ou etc. Parfois, ça va être, docteur, avez-vous quelque chose qui me permet de ne plus ressentir grand-chose ou de me ramener un petit peu plus sur le neutre? Au Québec, on est un des régions, en fait, qui sont les plus grands consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Et c'est drôle, en parallèle avec ça, on utilise nos réseaux sociaux, nos téléphones, puis on s'envoie des petits bonhommes sourire, puis des émoticônes pour essayer d'exprimer nos émotions. Mais dès qu'on ressent une réelle émotion, c'est drôle, plusieurs personnes cherchent à s'en cacher. Et je le sais, j'ai été psychothérapeute pendant 18 ans. J'ai rencontré des centaines et des centaines de gens qui ne savaient pas ce qui se passait quand ils ressentaient une émotion, donc ils essayaient de camoufler. Puis
Puis entre vous et moi, une émotion, ça nous apporte un message. Même si on ne le comprend pas tout, là, hein, c'est un peu comme nos petites lumières dans le tableau de bord du véhicule. Des fois, il y a des affaires qu'on comprend plus ou moins, mais c'est un peu ça le message. Mais si on cherche à engourdir nos émotions ou les camoufler, entre vous et moi, je pense que le message est biaisé, parce qu'on n'aura plus le même message comme tel, on n'aura plus nécessairement la même information. En bout de ligne, quelle décision on va prendre par rapport à ça? Vous avez pris une décision ce soir, venir ici. Oh, vous pensez peut-être que c'est une décision logique et rationnelle. Peut-être, mais peut-être pas. Ce qui a donné le petit côté de « OK, j'y vais », c'est peut-être le côté où « Ah, peut-être que je vais apprendre quelque chose. Ah, peut-être que je vais avoir du plaisir. » ou « Il va peut-être se passer quelque chose. » ou etc. C'est le côté avantage émotionnel qui est venu alimenter votre organisation du temps. Marqueur d'importance, une émotion, tout à fait. Prendre une décision basée juste sur les émotions, bon, j'ai déjà fait ça. Mais je vous avoue que quand ça arrive, moi, j'avais l'impression d'avoir pas beaucoup de balises. C'est comme si j'étais dans une voiture avec un gros moteur, mais pas de volant. Donc, je ne savais pas trop où m'en aller avec ça. Quand j'ai pris des décisions basées uniquement sur la raison, c'est arrivé aussi des raisons logiques. C'est pas ça que j'avais envie, mais c'était ça qui était le plus logique. C'est comme si j'étais dans la même voiture avec un beau volant, mais pas de moteur. Donc, je me suis rendu compte que, par rapport à ce que je ressentais, si j'étais en mesure d'aller chercher la raison au service de l'émotion, là, j'avais vraiment l'impression d'avancer. Puis là, j'avais vraiment l'impression, quand je prenais ce genre de décision, d'être vraiment sur mon X et non pas d'être à côté de la traque. On a tous pris des décisions, on s'est tous peut-être cassé la gueule. Moi, j'en ai plein, j'ai toute une liste de ça. Et la plupart du temps où je me suis cassé la gueule, c'était des décisions qui étaient prises davantage sur la base de la raison. Puis souvent, quand on ressent une émotion, on va chercher sa faute à qui ou sa faute à quoi? Plutôt que de chercher le réel déclencheur à l'intérieur. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Puis c'est quoi le message? Rappelez-vous, une émotion, plus elle est intense, même si on ne la comprend pas, plus c'est un marqueur d'importance, plus ça signifie qu'il faut s'en occuper et comprendre davantage ce qui se passe. Donc, l'émotion et la raison permettent vraiment de faire en sorte que, pour moi, c'est pour ça que le cœur a sa raison. Alors, je vous remercie.